Chez vous? Ah Non, non, peut-être que c'est non. Non? ton Ah, Wi-Fi aux peut-être, Bahamas. moi. Oui, moi, il y a tout qui va pas, là. Ouais. Il n'y a pas la fibre aux Bahamas. Oui, c'est ça, oui. Très bien. Et donc, comme d'habitude, alors, on a la minute de stage. On va essayer d'inventer un jingle. Alors, là. j'ai fait ça dans l'avion, hein, donc le résumé. Alors, du coup, tout ce que l'on voit est dû à l'ignorance fondamentale. Cette ignorance fondamentale, c'est la saisie d'existence inhérente des agrégats et de la personne. Donc, il faut développer la sagesse de la vacuité pour s'opposer à cette saisie d'existence inhérente. On a parlé de donc deux états d'esprit immédiatement opposés. Tu as parlé donc qu'il y a trois voies, le samsara, il y a le samsara, l'option de libération individuelle, et puis il y a les bodhisattvas qui recherchent la libération pour le bien de tous les êtres. La sagesse de la vacuité est ce qui libère les autres, et ceux qui libèrent, pardon, les autres sont des auxiliaires qui mûrissent notre esprit. Le bodhisattva recherche l'éveil, qui est le fruit de la méditation sur la vacuité, mais pas la paix solitaire. Il ne renaît pas pour souffrir, mais pour aider les autres. Après, tu as parlé du yogi qui voit les deux jeux. Donc, le jeu conventionnel qui existe et le jeu qui n'existe pas, à savoir l'existence inhérente. Et donc, tu as donné l'exemple du miroir déformant qui donne une image de nous qui n'a rien à voir avec la réalité. Donc, celui-là n'existe pas, cependant, le simple jeu, lui, existe. C'est celui qui se montre donc devant le miroir déformant. Ce simple jeu est donc l'objet d'observation de notre ignorance, et notre ignorance saisit donc ce simple jeu comme s'il était indépendant. Il n'y a que le jeu dépendant, donc conventionnel, qui existe. Donc ça a été répété plusieurs fois. Donc le jeu est désigné en dépendance de tout ou partie de ses agrégats. Ça, c'était Dominique qui en a parlé. Et donc après, il y a un débat, est-ce que les agrégats viendront à cesser un jour? Et donc, tu as parlé d'un arat existe, donc tu as donné l'exemple qu'un arat existe bien en dépendance de ses agrégats. Et un Bouddha aussi a des agrégats, même si c'est des agrégats qui diffèrent de ceux d'un arat. Un arat a totalement éliminé le voile affectif, donc les graines et l'orchestre, et donc il n'y a plus d'ignorance fondamentale. Il lui reste cependant encore des agrégats contaminés. Son esprit n'est plus contaminé, mais son corps, oui. Et donc, quand il meurt, il abandonne tous ses agrégats contaminés. Donc, il continue à avoir ses agrégats non contaminés quand il meurt, et quand il rentrera dans le Mahayana, donc s'il le veut, il éliminera à ce moment-là les deux voiles, affectifs et cognitifs. Et après, tu as parlé d'un lignage certain. Donc, si on réalise la vacuité donc directement non conceptuelle, on devient donc d'un arya. Donc, on a parlé du corps mental et de la renaissance dans le samsara par le pouvoir de la compassion. Après, on a parlé du dharmakaya, donc du Bouddha, qui n'est pas le Bouddha, car par exemple, notre esprit n'est pas nous. Donc, en fait, le dharmakaya du Bouddha n'est pas le Bouddha, et par exemple, comme notre esprit n'est pas nous. Nous sommes donc désignés en dépendance de notre esprit, comme l'est le Bouddha. Le refuge ultime, donc le Bouddha joyeux ultime, c'est le dharmakaya, qui n'est pas une personne. Après, on a parlé du jeu conventionnel qui va continuer à être désigné en dépendance d'une continuité sans début, donc d'agrégat contaminé, ni fin, quand il n'y a plus d'agrégat contaminé. Donc l'ignorance c'est la connaissance, c'est une sorte de connaissance, c'est la sagesse en fait distordue, c'est une connaissance distordue. Et la souffrance, c'est la manifestation d'un soi exacerbé qui a peur de disparaître, qui est donc le moi inhérent. Après, on a parlé de la vacuité des personnes et celle des phénomènes, qui sont deux subdivisions de la vacuité. Une personne est donc un phénomène parce que c'est un composé non associé qui existe donc nécessairement. Et on a parlé de la vacuité d'une chaise ou d'une table qui a le même niveau de profondeur donc chez les prasangika. Après, tu as parlé des différentes écoles, mais ça, voilà, je ne fais pas le résumé parce que ce qui nous intéresse, c'est plutôt les prasangika, pour ne pas compliquer les choses. Prasangika Madhyamaka, c'est ça? Oui. Donc, la vacuité de la personne et celle des phénomènes est de la même profondeur. Celle de la personne est plus facile car c'est l'aspect existentiel. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on se réfère plus au début à la vacuité de la personne.
le non-soi de la personne, pardon. Donc, ce jeu est un phénomène imputé et après, on peut dire qu'il est simplement imputé. Donc, quelle est la différence entre existant imputé, donc un soi autosuffisant et substantiel, et existant simplement imputé, donc pas d'existence inhérente. Donc, on perçoit une personne en dépendance de son corps. La personne est un composé non associé car on le perçoit directement en dépendance de son corps. La personne est un phénomène imputé et le corps est un phénomène substantiel. La sagesse de la vacuité réfute la saisie d'existence inhérente, mais ne peut pas nier l'existence inhérente car elle n'existe pas. Voilà, ça c'est pour simplifier les choses. Mais il faut imaginer que ce soit inhérent serait... Alors en fait, ce qu'il faut, c'est s'imaginer ce que ce soit inhérent serait s'il existait pour pouvoir après le réfuter. Hein, très intéressant. Donc, on a fait une différence entre une instance, donc on a parlé de Rachel et de sa généralité d'un être humain. Donc, Rachel est un être humain, et donc c'est deux entités séparées. Et on a parlé de la généralité d'être un humain. Donc, si la généralité d'être humain disparaît, nous, on disparaît. Mais l'inverse n'est pas vrai, car nous sommes liés par l'essence de la généralité d'être humain. La généralité d'être humain n'est pas liée par la même essence à nous. La généralité d'être humain et nous sommes par contre la même entité. Nous apparaissons à une perception directe, mais pas séparément, alors qu'il y a une différence au niveau de la conception. Donc, être vide de quelque chose n'est pas libérateur, c'est la vacuité de nature propre qui est libérateur. Donc après, on a parlé du lam-tong et du shen-tong. Donc là, j'avoue que j'ai été un petit peu perdu. Donc je résume très brièvement. Le lam-tong, c'est la vacuité d'existence inhérente qui est l'union des deux finalement, car le shen-tong, c'est l'esprit vide des souillures. Donc tu as donné l'exemple du temple vide de moine. Et voilà, donc le dharmakaya est l'union des deux. Après, tu as commencé à parler de la simple conditionnalité. Et puis voilà. Waouh! Bravo, ça te réussit l'avion, hein? Oh, bon, voilà. J'avais mes écouteurs et tout, hein, c'était bon, j'écoutais personne. Très bravo. C'est super, dis donc, c'est génial. Très très bien. Alors justement, j'ai fait quelques diapos pour reparler un petit peu de tout ça. J'espère que ça va fonctionner. Voilà. Bien. Et normalement, on devrait voir ça. Donc en fait, c'est juste pour qu'on voit un petit peu. Sa synthèse va reparler de tout ça, de l'objet apparent, l'objet référent, etc. Et donc juste pour qu'on puisse voir un petit peu de quoi ça parle, et puis pour corroborer ce qu'a dit justement Eustache par rapport à tout ça. Donc, est-ce que vous voyez l'image? Oui, mais il y a un carré noir. Ah, il y a un carré noir, c'est la caméra. Ok. Si je déplace la caméra, ça Bon. fait. Ok, très bien. Il est là, mais il est dans le coin. Ok, c'est la caméra qui est dans le coin. Très bien. Là, vous voyez une perception directe, ouais. Ouais. Très bien. Et donc, là, on n'est que du point de vue Prasangika, parce que Stash a dit on va pas parler des autres écoles, ça va nous embrouiller. Donc, on va parler du Prasangika Madhyamaka. Et donc, en effet, pour les Prasangika, si on met de côté les Bouddhas, il n'y a que la réalisation non conceptuelle de la vacuité qui est non erronée. Ouais. Donc, c'est pour ça que là, il y a une apparence avec la petite étoile, c'est comme une apparence d'existence inhérente. Ouais. Très bien. Donc, pour une perception, vous avez la table qui est l'objet apparent et la perception, elle réalise que la table. Ouais, c'est son objet d'engagement. C'est-à-dire que la perception visuelle ne se préoccupe pas du mode d'être de la table. Ouais, ça, on l'avait déjà vu avec un texte. Et donc là, c'est juste pour vous dire, voilà, en effet, il y a l'objet apparent, c'est la table qui semble exister de manière inhérente, et l'objet d'engagement de la perception visuelle, c'est que la table. Ouais, vous êtes d'accord? Très bien. Et pour la conception, là j'ai pris le penseur de Rodin. Donc justement pour la pensée, pour la conception, l'objet apparent c'est l'image de la table, ouais, vous êtes d'accord? Oui. Et l'objet d'engagement c'est la table, oui. Donc l'objet d'engagement ou l'objet référent, ça va être la même chose, l'objet conçu, etc. Ça va être la même chose. Donc le problème c'est qu'avec une pensée, c'est pareil, la table semble exister de manière inhérente à la pensée.
qui appréhende la table. Il y a un problème par rapport à ça aussi. Ok, donc là, c'est juste pour la définition de objet apparent qui est donnée par le premier Dalai Lama, Gyalwar Gedunjuk. On retrouve dans Recognizing Reality, ouais. Ce phénomène qui est connu au moyen de sa simple apparence, tout simplement. C'est une définition qui est donnée par Gyalwar Gedunjuk de l'objet apparent. Donc c'est tout simple et se manifeste à la conscience. Bon là, c'est une conscience directe, et pour la conscience conceptuelle, ça va être l'image mentale. Et donc l'image mentale va être l'objet apparent, ouais. Ouais, ça parle à tout le monde? Oui. Ok. Et l'objet d'engagement, c'est la même chose que l'objet principal ou l'objet du mode d'appréhension. Ouais, c'est équivalent. Et donc, il faut que ça existe. Hein. Si c'est un objet d'engagement ou un objet principal ou un objet du mode d'appréhension, ça doit être un objet. Et un objet, c'est nécessairement un existant. Donc là, la conscience visuelle, elle ne réalise, comme on l'a dit tout à l'heure, que la table. Ouais, elle ne se préoccupe pas de l'apparence d'existence inhérente. Ouais, ouais, ça vous parle? Oui, oui. Très bien, ok. Et donc, c'est cette définition de l'objet d'engagement qui est donnée par Kelubje, toujours dans Recognizing Reality. C'est cet objet qui existe de la façon dont il est explicitement déterminé par une cognition valide. Donc là, c'est un petit peu plus que l'objet d'engagement, c'est l'objet d'engagement d'une cognition valide. Donc, c'est juste ça qui fait la différence. Et donc, il existe de la façon dont il est explicitement déterminé par une cognition valide. Ça veut dire que la cognition valide visuelle, là, de ce point de vue-là, elle réalise une table, et cette table existe telle qu'elle est réalisée par la conscience visuelle. Ouais, ouais, ça joue pour tout le monde? Oui. Ouais, très bien, ok. Et il y a une autre définition donnée par Kelubje qui est un petit peu plus brève. Tseme Dodok Cheveyul, l'objet déterminé au moyen de l'élimination de la surimposition ou des surimpositions, c'est comme on veut, hein, ça peut être au pluriel, par une cognition valide. Ça veut dire que la perception visuelle ici, on va dire que c'est une cognition valide et elle tranche la surimposition non table, par exemple. Ça veut dire qu'elle réalise une table, tout simplement. Ouais, ouais, c'est juste ça que ça veut dire. Ok. Et donc, aussi bien pour la perception que pour la conscience conceptuelle, l'apparence est associée à une erreur. Vous le savez, pour les prasangika, vu que ce ne sont pas des réalisations non conceptuelles de la vacuité, toutes ces consciences sont nécessairement erronées parce qu'il y a une apparence d'existence inhérente. Ouais. Cette apparence d'existence inhérente, comme on l'avait vu, c'est à cause des empreintes dues à l'ignorance. Ouais, on a l'ignorance, les graines et les empreintes de cette ignorance. Donc, ces empreintes ont pour fonction d'engendrer cette apparence d'existence inhérente. Ouais, ouais, ça joue. Oui. Et la réalité, c'est que la table, simplement. La table n'a jamais eu d'existence inhérente. Ouais. Eh bien, donc, on va voir après ce que va dire Sasanté par rapport à une strophe du Madhyamaka Shastra de Arya Nagarjuna. Donc, c'est la strophe 1, la strophe numéro 1 du chapitre 22, où il parle du raisonnement quintuple. Il dit le Tathagata, donc le Bouddha, n'est pas identique aux agrégats. Vous êtes d'accord? Il y a un Bouddha et 5 agrégats, on pourrait dire. Ou à la rigueur, plusieurs kaya, un corps de vérité, un corps d'émanation, un corps de gloire, etc. Donc il y a au moins deux corps d'un Bouddha. Voilà. L'esprit du Bouddha et la manifestation du Bouddha. Ouais, vous êtes d'accord? Oui. Très bien. Donc le corps de vérité et le corps de forme, on pourrait dire. Donc ça fait deux agrégats. Donc comment est-ce que un Bouddha pourrait être deux agrégats? C'est pas possible, ouais. Un n'est pas égal à deux. Très bien. Et il n'est pas autre que, ça veut dire qu'il n'est pas séparé des agrégats. Il n'est pas intrinsèquement différent des agrégats. Ouais. Donc il n'est pas séparé des agrégats. Sinon, on pourrait le trouver dans le temple et trouver le Bouddha dans le temple et ses agrégats à l'extérieur du temple. Ça, c'est pas possible. Très bien. Et ensuite, les agrégats ne sont pas en lui, il n'est pas en eux. Le Tathagata n'est pas non plus le possesseur de manière inhérente. Ouais. Parce que conventionnellement, on est d'accord pour dire qu'on possède notre corps, on possède notre esprit. Ouais, on est le possesseur et nos agrégats sont les objets possédés. Ou on est l'appropriateur et les agrégats sont les objets appropriés, on peut dire ça. L'appropriation. Donc, conventionnellement, ça joue, mais d'une manière inhérente, ça joue pas du tout. Donc, c'est pourquoi Arya Nagarjuna réfute la possession inhérente. Ouais. Et donc, il dit qui alors est le Tathagata? Ça veut dire que si on zoome de manière ultime, on soumet le Bouddha à l'analyse ultime, qu'est-ce qu'on trouve? Rien. On trouve rien de ce qui était cherché initialement. Ouais.
mais on trouve la vacuité d'existence ultime du Tathagata ou de tout autre phénomène analysé. Ouais, ouais, ça vous parle? Très bien. Donc, ce que a dit tout à l'heure Eustache par rapport au moi conventionnel et au miroir de l'esprit, bah, c'est exactement ça. Il faut qu'il y ait un moi conventionnel pour être observé par notre esprit. Ouais, ouais, vous êtes d'accord? C'est-à-dire on ne peut pas dire que si on est persuadé qu'il y a un serpent à la place de la corde, on ne peut pas dire qu'on est en train d'observer un serpent. C'est pas possible. Ouais. On ne peut pas observer ce qui n'existe pas. Vous êtes d'accord? Mm. Très bien. Donc on ne peut observer que ce qui existe. C'est pourquoi le moi conventionnel est observé par le miroir de l'esprit. Et donc le moi conventionnel doit exister. Le problème, c'est qu'il y a une apparence distordue dans notre miroir. C'est pourquoi l'ignorance, c'est une sagesse distordue, c'est une conscience, une connaissance distordue. C'est pas simplement de ne pas connaître le moi conventionnel, c'est comment dire, le faire apparaître d'une manière totalement opposée à la réalité. Ouais, ouais, ça joue. Très bien. Donc l'apparence distordue, comme on l'a dit, ça fait partie du voile cognitif. Ouais, c'est l'odeur de l'ail dans la boîte. Ouais, c'est l'apparence distordue. Ok. Et si on adhère à cette apparence distordue, alors à ce moment-là, c'est l'ignorance. Ouais, c'est l'ignorance. Si on adhère, si on se conçoit soi-même exactement en accord avec la façon dont on s'apparaît à soi-même, à ce moment-là, c'est l'ignorance. Ouais. Et donc, ça engendre toutes les autres afflictions. C'est-à-dire que quand on a de la colère, de l'orgueil, de la jalousie, de l'attachement obsessionnel, etc., c'est qu'à la base, il y a nécessairement soit la saisie de soi-même comme étant, comme existant de la façon dont on apparaît, soit on va saisir les autres choses, notre corps, notre esprit, ou des objets d'attachement, des objets d'aversion, etc., comme s'ils existaient exactement de la façon dont ils nous apparaissent. Ouais. Donc, s'il n'y a pas l'ignorance, à ce moment-là, on ne se conçoit pas soi-même exactement comme de la façon dont on existe, dont on apparaît. Ouais. C'est-à-dire que l'apparence, elle est là de toute façon, elle sera là jusqu'à l'éveil. Hélas, l'apparence distordue, elle sera là jusqu'à l'éveil. Il n'y a qu'un Bouddha qui n'a plus du tout l'odeur de l'ail dans la boîte. Ouais. Mais par contre, on peut faire en sorte, est-ce qu'on va adhérer à ça ou pas? Est-ce qu'on a l'ignorance qui va saisir cette apparence comme étant valide ou pas? Ouais, ouais, ça joue. Ça joue. Ok, bravo, c'est magnifique. Très bien, donc ça va nous permettre de comprendre un petit peu ce que dit sa sainteté dans la suite des pages ici. J'ai enlevé le... Vous ne devriez plus voir le partage. Ouais, c'est bon? Ok, super. Très très bien. Est-ce que ça vous parle un petit peu? C'est un petit peu juste des images très basiques de ce qu'on a déjà vu, en fait, tout simplement. Ouais. 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 Ok. Et donc, on était justement entré dans le non-soi des personnes. Ouais, on avait dit qu'il y avait des niveaux de subtilité. C'est-à-dire que si on enlève qu'un aspect grossier, ça suffira pas. Il y aura toujours une saisie subtile. Ouais. Donc, il faut vraiment s'attaquer à tout ce qui ne correspond pas à la réalité. Et donc, on avait été à la page, où est-ce qu'on était? On était dans l'identification du soi à réfuter, je crois, c'est ça? Ou pas? Oui, la page 112. Enfin, chez moi. Très bien. Très bien, pour vous, c'est 112. Très bien, super, merci beaucoup. Et donc, en effet, c'est là où il faut faire attention à voir de quoi est-ce qu'on parle quand on dit le non-moi ou le non-soi ou la vacuité de la personne, etc. Parce que ça pourrait être une façon un peu schizophrénique de s'appréhender soi-même. On aurait tendance à se dire, bah, j'existe, mais j'existe pas. Mais j'existe, mais j'existe pas. Et donc là, on pourrait complètement tomber sous le coup de nos afflictions, encore plus qu'avant. Donc, il y a par exemple des enseignants occidentaux ou des psys occidentaux qui connaissent la vacuité, mais qui n'en parlent pas nécessairement. Pourquoi? Parce qu'en Occident, quand on parle de l'ego, c'est pas nécessairement un- comment dire, un truc à éliminer. Ouais. Par exemple, on dit qu'un enfant doit avoir son ego qui se construit. Ouais, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Sinon, il peut être instable psychologiquement. Donc, il faut qu'il ait un ego suffisamment construit. Donc, si on accepte que l'ego, à ce moment-là, c'est le soi conventionnel, tout va bien.
Ouais, ça veut dire juste l'identification, une identité personnelle qui est construite en dépendance de plein de trucs. Ouais. Ouais, dans ce cas-là, ça joue. Ça veut dire que on peut on peut avoir une activité professionnelle et donc on peut être désigné en dépendance de cette activité professionnelle. On peut avoir des enfants et à ce moment-là, on aura une identité de parent en dépendance des enfants qu'on a, etc., etc. Ouais. Donc ces identités conventionnelles fonctionnent tout à fait. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ouais, très bien. Donc nous, ce qu'on essaye de réfuter du point de vue bouddhiste, c'est de réfuter une conception totalement fausse de nous-mêmes. Ouais, ça veut dire qu'on aurait tendance à penser qu'on est un parent en soi, de manière inhérente, même si on n'avait pas d'enfant, par exemple. Ouais. Ou que notre identité professionnelle, par exemple, est gravée dans le marbre. Ouais. Par exemple, il y a eu il y a eu des gens comme ça qui, quand ils sont allés en retraite, par exemple, à la retraite, avaient un sentiment, une sous-estimation de soi, etc., parce qu'ils s'identifiaient tellement à leur métier qu'une fois qu'ils n'existaient plus, c'est comme si leur existence était devenue fantomatique, en fait. Ouais. Vous avez certainement vu des cas comme ça autour de vous, ou entendu parler par exemple, des gens qui s'identifient à leur célébrité, par exemple. Ouais, des anciens acteurs, chanteurs, etc., qui ont pu sombrer en dépression parce qu'ils étaient plus connus, tout simplement, ou n'étaient plus reconnus, etc., etc. Parce qu'ils s'identifiaient à une saisie, à une identité gravée dans le marbre, en fait, hein, alors que rien n'est vraiment gravé dans le marbre, tout est dépendant. Ouais, ouais, ça vous parle? Ok, super. Très bien, donc c'est à ça qu'il faut faire attention quand on dit qu'on réfute le soi, ou qu'on réfute le moi, ou qu'on réfute l'ego, etc. Il faut bien comprendre qu'il s'agit un objet de négation. Ça veut dire que ce truc-là n'a jamais existé, contrairement à l'identité personnelle qu'on peut avoir, etc., qui, elle, existe conventionnellement. On n'y touche pas, on ne peut pas y toucher à cette identité personnelle, conventionnelle, ouais. Ok, très bien. Donc, on avait vu en effet que Acharya Chandrakirti, dans une même strophe, parlait de deux jeux. Ouais. Un jeu qui est l'objet d'observation, comme la personne qui se montre devant le miroir, et un jeu complètement hallucinatoire. Ouais. Un jeu qui n'a rien à voir avec la réalité. Un soi inhérent, etc. etc. Ouais. Ok, et donc c'est exactement ce qu'a dit Sa Sainteté, cette conception de la réalité intrinsèque du moi qui entraîne dans la confusion et suscite toutes sortes d'émotions perturbatrices. C'est elle, affirme Acharya Chandrakirti, que le yogi doit reconnaître et s'appliquer à éliminer. Ouais. C'est une page après l'identification du soi à réfuter. C'est là que je suis, et j'espère que c'est là où vous en êtes aussi. Je sais pas. Je ne sais pas. Ok. Et donc ensuite, il y a un paragraphe qui vient, qui est très intéressant par rapport à ce qu'on a vu, objet apparent, etc. En ayant recours à des termes philosophiques, nous pourrions faire une distinction, disons, entre un objet apparent d'un côté et un objet d'appréhension référent de l'autre. Donc, objet d'appréhension référent ou objet du mode d'appréhension, c'est pareil, hein, c'est juste le traducteur qui a mis ça. Mais c'est exactement la même chose que ce qu'on a vu. Ouais. Par exemple, si vous pensez à vos chaussures, l'objet du mode d'appréhension, c'est quoi? Les chaussures. Ouais, c'est les chaussures. Bah oui. Ouais, Bah oui. ouais. Si vous pensez à vos chaussures, l'objet du mode d'appréhension, ce serait La vos chaussures, pensée c'est des ça? chaussures. Oui, c'est ça. L'image des chaussures. Non, Alors, les l'image des chaussures, c'est l'objet apparent. voilà, l'image des chaussures, ce sera ce qui se manifeste directement à notre esprit, ce sera l'objet apparent, ouais. Ouais. Ça veut dire que c'est comme, en fait, la conscience conceptuelle, elle fonctionne un peu comme quand on regarde quelque chose à travers un miroir, c'est indirect, ouais. Il y a un reflet par exemple, si on regarde nos chaussures à travers un miroir, l'objet apparent va être symbolisé par le reflet des chaussures dans le miroir, ouais. Oui. Et l'objet du mode d'appréhension ou l'objet d'engagement, ce que comprend notre conscience, c'est bien les chaussures, ouais. Oui, oui. Donc on réalise nos chaussures au travers d'un reflet, donc de manière indirecte, ouais. Et quand on pense, en effet, il y a un reflet conceptuel, ouais. Et ce reflet conceptuel, cette image, c'est l'objet apparent, ouais. Ouais. Très bien. Non, c'est pas. Et l'objet d'appréhension référent, c'est quoi? C'est l'image à C'est travers le l'objet miroir? d'engagement. C'est l'objet d'engagement. Ouais, c'est l'objet qui est réalisé lui-même. C'est l'objet
que comprend notre conscience, vers lequel s'engage notre conscience. Ouais. Ouais. Il y aurait par exemple un autre exemple, on avait pris une fois, je me souviens, imaginons, on va vous présenter des gens, vous êtes à une soirée ou à une rencontre, etc. Et les gens vont vous faire un petit peu l'historique de la personne que vous allez voir. Ils vont vous dire, oh là, c'est une personne qui est vraiment super, elle a sauvé des vies, elle travaille dans une ONG ou je ne sais quoi, enfin n'importe quoi. Et quand la personne passe dans votre champ visuel, il y a en effet l'objet apparent qui est simplement le visage de la personne, sa démarche, etc. Mais qu'est-ce que vous comprenez? Quel est l'objet du mode d'appréhension? Ah, c'est une personne qui a l'air super, géniale, qui a sauvé des vies, qui travaille dans une ONG, par exemple. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que l'apparence et la façon dont vous appréhendez cette personne ne coïncident pas tout à fait. Donc, ça veut dire qu'avant de voir cette personne, l'objet d'appréhension référent, parce qu'on s'est imaginé quelque chose. Oui. Donc, du coup, avant de s'imaginer cette personne, c'est ça l'objet d'appréhension référent? Alors, en fait, si on voit la même personne, par exemple, avant qu'on nous en parle, imaginons qu'on la voit passer dans la pièce. On la voit passer et il n'y a pas du tout de film à l'intérieur. Ouais, on ne nous en parle pas, etc. Et dans ce cas-là, notre objet du mode d'appréhension et notre objet apparent concordent. C'est-à-dire qu'on voit juste une personne qui est en train de marcher dans la pièce. Ouais. Par D'accord. contre, si une fois qu'elle est passée de l'autre côté de la pièce et qu'on nous dit, ah, mais t'as vu, c'est une personne qui a fait tout ça, etc. Et à ce moment-là, elle repasse à nouveau dans la pièce, on ressent quelque chose de différent, non? D'accord. Et donc, du coup, Donc, du coup, le ressenti qu'on a par rapport à cette personne, ça va être la personne qui est appréhendée par notre conscience. Et l'apparence est toujours la même, c'est toujours à peu près la même personne qui vient de passer il y a 2 minutes, non? d'accord. Donc, du Ouais. coup, ok. Du coup, l'objet d'appréhension référent dépend en fait de ce qu'on nous a dit de cette personne ou de l'interprétation qu'on en fait. Oui, tout à fait. Ah, d'accord. Bon. Exactement. Tout à fait. Ouais, donc on peut soit avoir un mode d'appréhension spécifique, soit qui correspond au mode d'apparence, à l'apparence de la personne, tout simplement, ouais. Donc, le mode d'appréhension, c'est la façon dont notre esprit saisit le truc. Ouais, c'est pas simplement ce qui apparaît à notre esprit, mais c'est comment on saisit activement l'objet. Ouais, Donc, ça dépend de notre vécu personnel. Donc d'une certaine... Oui, ça ouais, dépend de nos filtres complètement. tout à fait. Ah oui. Ouais, c'est un très bon mot, hein, filtre. Hmm. Filtre correspond tout à fait, c'est exactement ça. Ouais, ça veut dire Ou, que, ou projection. hein, Filtre ou projection. ou projection, exactement, oui, oui, tout à fait. Ça joue aussi, ça joue aussi. Ouais, ça veut dire que, ok, si par exemple, en effet, on avait des lunettes jaunes, par exemple, on verrait tout ce qui est blanchâtre comme étant jaune, ouais. Mais comme on sait qu'on porte ces lunettes-là, on va pas nécessairement saisir une page blanche comme étant jaune, ouais. Donc ça veut dire que l'apparence et le mode d'appréhension ne correspondent pas. Ça veut dire qu'en effet, on voit un truc qui est jaune, mais on sait très bien que c'est parce qu'on porte des lunettes jaunes. Ouais. Donc, on ne va pas saisir ce qui nous apparaît comme tel. On ne va pas dire, bah, tiens, si c'est jaune. Non, on sait très bien que c'est à cause du filtre qui est sur les lunettes. Ouais. Et si on ne sait pas qu'on porte des lunettes jaunes, eh ben, on va saisir l'apparence exactement telle qu'elle nous apparaît. On va dire, ah, mais tiens, ce papier, il est jaune. Je pensais qu'il était blanc. Je pensais qu'on m'avait donné un papier blanc. Puis en fait, non, je réalise qu'il est jaune. En fait, dans ce cas-là, c'est parce que notre mode d'appréhension, il est en train d'aller dans le sens de l'apparence. J'ai une question. Dans l'objet, alors, donc j'ai compris que l'objet apparent, finalement, c'est l'objet qui apparaît, quel que soit en fait ce qu'on pense, ou quelles que soient les personnes qui ont, on va dire, les mêmes perceptions ou cognitions valides par rapport, on va dire, au visuel, si on parle de quelque chose de visuel. Donc, ça veut dire, quelles que soient les personnes, enfin, les êtres humains, qui n'ont pas de problème particulier au niveau des yeux, vont voir cet objet apparent. Et après, cet objet d'appréhension référent va dépendre de notre vécu, des filtres qu'on y met. Oui. Maintenant, j'ai une petite question. Si, en sachant cela, on change d'avis en disant, tiens, cette personne-là, tu sais que tu vas avoir une aversion, mais il faut que tu travailles dessus et on ne le voit pas de cette façon, du coup, en fait, alors je dis pas on se force, mais d'une certaine façon, on s'oblige à voir les choses différemment.
qu'est-ce qui devient de cet objet d'appréhension référent? Parce que du coup, on a une certaine façon de voir et après ça change. Donc du coup, c'est toujours la même chose, sauf qu'on a changé d'avis ou... Exactement, ça peut être une identification complètement différente. C'est Ouais. le problème de l'ignorance. Oui, oui. C'est ça. C'est ça, oui, d'accord, oui, tu as raison. Oui, oui, je comprends. Oui. Voilà. Par exemple, je sais pas, on peut, par exemple, si on regarde dans notre vie au quotidien, combien de fois on plaque un filtre sur des gens, Ben, tout le temps. sur des collègues, sur, par exemple, moi, quand je vous vois, bah, je vous vois comme des amis, donc je plaque tout de suite un filtre avec des petits cœurs partout. Ouais. Mais imaginons qu'on se soit embrouillé pendant des années, je vais voir votre image et je vais plaquer carrément autre chose, alors que au niveau du visage, de l'image, il n'y a rien qui change. Imaginons imaginons deux personnes qui voient la même personne. Cette personne, elle monte les étages dans un immeuble. Elle rencontre un voisin avec lequel elle s'est fritée pendant des années. Et l'étage d'après, la personne avec laquelle elle s'entend bien parce qu'ils ont le même hobby ou je ne sais quoi. Ouais, ça veut dire que on monte un étage, on rencontre quelqu'un, on monte un autre étage, on rencontre quelqu'un, ou même sur le même étage, sur le même palier, le même palier. Les deux personnes ouvrent la porte en même temps. Une personne avec laquelle on s'est frité parce qu'elle fait beaucoup de bruit la nuit, etc. Et l'autre qui nous apporte notre journal tous les jours, etc. Ouais. En fait, c'est pas les deux personnes, c'est la même personne. Cette même personne s'est fritée avec un voisin et apporte le journal à l'autre voisin tous les jours. Ouais. Donc ces deux voisins ouvrent la porte en même temps parce qu'ils entendent du bruit dans l'escalier. Et donc qu'est-ce qu'elles voient? La même personne. Mais quels sont leurs filtres? Complètement différents. Complètement différents. Ouais, donc ça veut dire que l'objet du mode d'appréhension, c'est comment est-ce que notre esprit identifie tel ou tel objet. Ouais. Donc forcément, du point de vue prasangika, tout ce qui nous apparaît comme si ça existait de manière inhérente. Après, est-ce qu'on adhère à ça ou pas? Est-ce qu'on va appréhender nous-mêmes, les autres, etc., de la façon dont ça nous apparaît, ou est-ce qu'on apprend, grâce à la voie médiane, à se départir de cette appréhension d'un soi? Ouais. Ouais. Intéressant, non? Mm. On peut en effet apprendre à voir les gens, pas uniquement comme, par exemple, si vous regardez un petit peu la façon dont certains partis d'extrême droite voient les étrangers, etc., il y a d'autres personnes qui voient ces étrangers comme des trésors, qui voient ça comme un renouvellement d'une culture, qui voient ça comme des êtres en souffrance, qui ne choisissent pas de s'exiler parce que ils font du tourisme, surtout pas. Ils choisissent de s'exiler pour sauver leur vie. Ouais. Donc, entre quelqu'un qui est xénophobe et qui voit cette personne-là comme un problème, et l'autre qui voit cette personne comme un trésor, c'est la même personne, non? Ouais. Mais elle n'a pas d'existence propre. Exactement. Ouais, exactement. Ça n'a pas d'existence propre. C'est indépendance de la façon dont on appréhende les trucs, mais il y a des façons d'appréhender les trucs qui sont à côté de la plaque. Par exemple, dans ce même exemple, on lui dit, ah, tu vas voir, il y a quelqu'un qui a sauvé des vies, qui travaille dans une ONG, etc. Et puis on voit cette personne-là. Et donc elle passe dans la pièce, etc. Et puis après, on nous dit, ah ben non, finalement, c'était pas elle, c'est l'autre. Et là, la première personne avec qui on s'est trompé, on la revoit à nouveau, on dit, ouais, bof. Et tout, c'est comme ça, en fait. On est en train de peindre un univers autour de nous en étant persuadé que cette fresque est là à l'extérieur. Non? Mhm. C'est vrai. On peint tout en rose, en violet, en magnifique, en toutes les couleurs, ou en grisâtre, et en dégueu. On a l'impression que c'est dégueu à l'extérieur, mais c'est nous qui projetons ça. Ou nos afflictions, on pourrait dire. Pas nous, nos afflictions. Enfin, les actes peuvent être dégueux quand même. Oui, tout à fait, exactement. Ça veut dire qu'en dépendance, par Voilà. exemple, si on prend un truc très minime, rôter à table, chez nous, ça se fait pas, mais dans d'autres pays, c'est un signe de gratitude, ou c'est salué, en tout cas, de rôter à table. Ouais. Hmm. Au La Maroc, culture. en Algérie, je crois. Il y a des actes qui sont reconnus comme négatifs par toutes les cultures et par Ah oui, ça par contre, exactement. Ça veut dire qu'il y a des conventions mondaines auxquelles on ne peut pas échapper. Enfin, si je viens tuer quelqu'un, je pense que voilà.
hein. Et encore, même ça, par exemple, en temps de guerre, c'est salué. Il y a des gens qui ont reçu des médailles pour avoir tué des gens. Non, mais ce Hélas, que je veux dire, c'est que s'il y a des actes qui sont répréhensibles, les personnes ne sont pas forcément répréhensibles, mais les actes peuvent être répréhensibles. oui, exactement. Et voilà, c'est là où on voit qu'il y a quelque chose de très dépendant, mais il y a des aspects très généraux, très communément acceptés dans le sens faire du mal à quelqu'un volontairement, euh, c'est proscrit, ouais, dans notre société. Si je peux, moi, peut me permettre dans une réflexion que j'ai eue, parce que quand on parlait de méditation sur le non-soi et d'essayer d'expliquer l'absence d'existence inhérente, on disait donc faire des méditations là-dessus. En fait, souvent on disait chercher en fait où le jeu se trouve. Donc, alors je parle pas du jeu conventionnel, on parle du jeu intrinsèque, enfin inhérent. Et on dit, bah, il est pas, je sais pas, sur les mains, sur la tête, sur l'esprit, et tout ça. Donc ça, finalement, c'est très facile. Parce que finalement, on se dit, ben, il est pas là, il est pas là, il est pas là. Donc, il n'est ni chez nous, ni à l'intérieur de nous, ni à l'extérieur. Mais ça, tout le monde est capable de le faire. Mais ce que je me suis rendu compte en lisant, c'est que finalement, et là, c'est très compliqué, c'est qu'on doit chercher et en fait, d'une certaine façon, voir comment serait représenté s'il existait vraiment le soi inhérent pour pouvoir dire qu'il n'existe pas. Et ça, c'est une démarche qui est quand même assez compliquée parce que finalement, c'est facile de dire bah, ça n'existe pas parce qu'on le cherche, on ne le trouve pas. Hmm. Mais ça, c'est simple parce que tout le monde sait faire ça. Oui. Mais ce que tout le monde ne sait pas faire, c'est, enfin, voilà, oui, de façon générale, je parle, d'essayer de le trouver et d'imaginer comment il serait s'il existait et de dire ben, il n'existe pas. Et là, je trouve que c'est très compliqué parce que ça, c'est finalement, en fait, c'est pas ce qu'on fait quand même de façon naturelle. On cherche quelque chose à réfuter en disant, bah, c'est simple, bah, il n'est pas là, bah, il n'est pas là, c'est simple. Par Mais exemple, finalement, ouais, il faut le voir d'une autre façon, il faut le chercher oui, pour essayer de le trouver, imaginer comment il serait oui, et en fait de dire, ben non, finalement, il n'existe pas. Et oui. ça, je trouve que c'est pour ça qu'on dit essayer de trouver, je sais pas, un jour quand on se fâche vis-à-vis de quelqu'un et de voir ce qui sort finalement et de voir, de réfléchir comment vraiment ça sort parce que ça, c'est très compliqué. Et de dire, ben, il sort et de dire, ben, voilà comment il existe tout en disant à la fin, ben, il n'existe pas. Il Et ça, n'existe pas comme ça. c'est Il quelque n'existe chose pas. qui est cette liaison entre les deux et pour moi, enfin, pour tout le monde, je pense aussi, mais C'est pas Par pour tout le exemple, monde, c'est qu'il n'existe incroyable, pas. quoi. C'est il Hein. n'existe pas comme ça. Voilà, oui. C'est ça Je le pense, problème. oui. Mais d'une certaine façon, tu dois essayer de t'imaginer comment il existerait tout en sachant qu'il n'existe pas. Comme Et ça. cette partie-là c'est compliqué, en fait. parce que, Je sais pas, moi, voilà, on se tire les cheveux, quoi. par exemple, en fait, ce qu'il faut essayer de voir, c'est que il y a quelque chose d'inné, ouais, il y a quelque chose qui est inné en nous, où on a tendance à parfois, pas toujours, mais dans beaucoup de cas, à adhérer à l'apparence, ouais. C'est-à-dire si par exemple on venait nous insulter en nous disant qu'est-ce que vous êtes en train de faire, vous, à vous prendre le chou, vous devriez aller bosser ou travailler dans une association, et aider les gens qui sont en train de mourir de froid, de faim, etc. Imaginons qu'on nous dise ça, qu'on nous critique en public ou qu'on révèle nos défauts en public, par exemple. Ouais. À ce moment-là, comment va nous apparaître notre propre jeu? Comme Ouais. rien. Hein, comme si il était là, pointable du doigt. Hein, exactement. Si on pouvait le pointer du doigt, comme si il existait là sans dépendre de quoi que ce soit, comme si il y avait une identité, comme une petite bille de métal indivisible, etc., ou quelque chose de fantomatique, mais qui semble être là, comme si on pouvait le pointer du doigt en disant je suis irrité, je ne suis pas compris, je suis en colère, etc., etc. Comment est-ce que mon je m'apparaît quand je suis dans cet état complètement déstabilisé, ouais. Et donc parce qu'il y a ça de manière innée. Et donc on se dit ok, si mon je existait exactement de la façon dont il m'apparaît, quelles seraient les conséquences? Ouais. C'est-à-dire que si on se regarde dans le miroir, un miroir déformant, si j'existais avec cette petite tête, ces grosses oreilles, etc., comme un mignon, sauf qu'un mignon n'a pas d'oreilles, si, si
si j'existais exactement comme le miroir déformant me donne l'impression que j'existe, quelles seraient les conséquences? Où est-ce que je pourrais être trouvé comme cela? Et donc, on vérifie, par exemple, cette histoire du serpent à la place de la corde enroulée. On est dans un pays chaud, on sait qu'il y a des cobras qui se baladent un peu partout, on voit un morceau de bois ou une corde qui donne l'impression d'être un serpent, et on fait une erreur. Mais il faut essayer de regarder quand on fait une erreur. Quand on confond une brindille avec un ver de terre, ou je sais pas moi, une graine avec un animal, un insecte, on a l'impression, on se dit, ah merde, j'ai écrasé un insecte, etc. Puis on regarde, ouf, c'était pas un insecte, c'était une graine, hein, ou un morceau de Oui, bois, etc. Ça nous est arrivé de faire ces erreurs-là, non? Jimpa, là où je me pose la question, parce que c'était un peu notre sujet avec ma cousine de débat ce week-end, hein, c'est par rapport à l'autre. Mon jeu, d'accord, ok, voilà, on est là-dessus. Puis d'ailleurs, on s'est comprise. Mais par contre, c'est par rapport à l'autre. Et sur le principe, par exemple, des 6 paramitas, la générosité. Donc, on dit que la générosité, c'est important dans notre construction pour aller vers l'éveil quelque part. Notre construction, plutôt l'élimination de nos voiles et puis de bien comprendre la vérité. Donc, appliquer la générosité, c'est prendre en considération aussi que l'autre est un jeu quelque part. Donc, si on ne le trouve pas dans ce qu'on cherche, comment on peut appliquer la générosité? Exactement. Ça reste bien sûr. Alors, et c'est là qu'on s'est posé la question, qu'on s'est dit, mais finalement, ces 6 perfections ne sont applicables que d'une façon conventionnelle quelque part. Ah oui, nécessairement. Ah d'accord. Ah, on ne s'est pas trop trompé. Génial. C'est nécessairement le cas. Rien n'est possible ultimement. D'accord. Parce que là, ça bloquait à un moment donné. Ouais. C'est là où, justement, l'objet de négation doit être déterminé. Qu'est-ce qu'on est en train de rechercher? Est-ce qu'on, et comme disait tout à l'heure justement Eustache, est-ce qu'on cherche la personne conventionnelle? Non. Chercher la personne conventionnelle, c'est par exemple, je cherche Rosemary, par exemple, parmi les participants. Est-ce que je vais la trouver? Oui, nécessairement, puisqu'elle est là. Si elle n'était pas là, je ne la trouverais pas. Si je la trouve conventionnellement, par une condition valide, c'est qu'elle existe, ouais. Très bien, exactement. Mais ça, c'est une recherche conventionnelle. Ouais, c'est-à-dire que si le phénomène recherché existe, il doit être trouvé au bout d'un moment, si on cherche bien. Non, moi, des fois, je pourrais ne pas trouver un éléphant dans un couloir, mais c'est parce que je peux ne pas vraiment bien chercher. Mais Rosemary sur son canapé, oui. Parce que je cherche bien, je regarde bien, etc. Non? Ok. Donc ça, c'est une recherche conventionnelle. Et donc, maintenant, une recherche ultime, c'est quoi? Chercher Rosemary, où est-ce qu'elle est dans tous ces agrégats? Exactement. Tout à fait. Où est-ce que Rosemary pourrait exister dans En ses essayant en cheveux? plus d'éliminer notre filtre propre. Alors le filtre, en effet, il y a plusieurs filtres, mais ces filtres-là, ils peuvent être en accord avec la réalité ou pas. Par exemple, si on plaque le filtre avec des petits cœurs partout, ami, ami, si c'est vrai, si c'est si c'est le cas, à ce moment-là, c'est pas trompeur, non? C'est une réalité conventionnelle. Ouais, très bien. Donc dans ce cas-là, c'est un filtre, ouais. Et on a tous des filtres. Après, comment est-ce que on grossit le trait par rapport à nos filtres ou pas? Par exemple, si on grossit le trait, on va, au lieu d'être dans la simple amitié, on pourrait être dans l'attachement. Et pleurer toutes les larmes de son corps dès que le Skype s'éteint. Et donc, ça pourrait être ça, par exemple. Ouais, si on est dans une dépendance émotionnelle, affective, etc. Ça pourrait être le cas, par exemple, non? Ok. Mais après, il peut y avoir quelque chose de sain, en accord avec la réalité. Par exemple, l'altruisme, l'amour, l'affection, etc. C'est pas du tout en déséquilibre par rapport à la réalité, surtout pas. Ouais, les paramitas, perfection, générosité, d'éthique, de patience, etc., sont en accord avec la réalité conventionnelle, comme tu l'as dit, Laurence. Ouais, nécessairement. C'est-à-dire qu'il y a d'autres êtres. Ces êtres méritent d'être heureux. Ils ont ce droit au bonheur et je peux faire quelque chose pour ça. Oui, ce que je trouve qui est difficile, en fin de compte, dans ces études, c'est qu'à chaque fois, voilà, il y a certaines choses où, en plus, après y avoir réfléchi, on les accepte comme, mais qui relèvent du conventionnel, et en même temps, on nous demande de se creuser un petit peu plus loin pour aller sur qu'est-ce qui puisse, vers l'ultime, quoi, quelque part.
Et c'est ce travail, j'ai l'impression que c'est comme deux routes qui, j'ai parfois du mal à voir que c'est la même route. Parce qu'en fait, en effet, réaliser qu'un phénomène est conventionnel dépend nécessairement du fait d'avoir éliminé l'ultime, d'avoir éliminé l'existence ultime. Ça veut dire qu'avant d'avoir une approche de la voie médiane, pour nous, en tant qu'êtres ordinaires, tout est l'ultime, tout est la réalité pure et dure. La façon dont les autres se montrent à nous, la façon dont on se montre à soi-même, etc. Tout est la réalité pure et dure. Et donc, d'où les problèmes à répétition, etc. Une fois qu'on commence à se poser la question grâce à la voie médiane, se dire, est-ce que c'est la seule réalité possible, le règne de l'apparence, ou est-ce qu'il y a une réalité plus profonde derrière ces apparences? Et là, on commence à se poser des questions, se dire, OK, si les apparences étaient réelles, concordaient avec le mode d'être, à ce moment-là, tout aurait une existence absolue, indépendante, puisque c'est la façon dont les choses m'apparaissent, et dont je m'apparais moi-même, à moi-même, et dont les autres m'apparaissent, et dont j'apparais aux autres. Donc tout donne l'impression d'exister de manière indépendante. Est-ce que c'est le cas? On va chercher. Si c'était le cas, comme dit Arya Nagarjuna dans le Ratnavali, oui, si le mirage était de l'eau, pourquoi ceux qui s'en approchent ne voient-ils pas de l'eau? C'est-à-dire que pour vérifier s'il y a bien un serpent au lieu et place de la corde, qu'est-ce qu'on va faire? On va apporter une lampe torche. Ouais, on va y regarder à deux fois. On va se dire, OK, est-ce qu'il y a vraiment un serpent qui est là? Et donc, on sait ce qu'on est en train de rechercher. Si on ne sait pas ce qu'on est en train de rechercher, imaginons, on a eu peur il y a une minute, on s'est dit, oh, il y a un cobra, etc. On va chercher une lampe, et puis là, on se dit, qu'est-ce que je suis en train de chercher? On ne sait plus. Donc, dans ce cas-là, on regarde une corde, mais est-ce que ça enlève notre peur? Non. Simplement voir une corde ne suffit pas. Il faut qu'on réalise que la corde est l'élimination totale, pure et simple du serpent. Parce qu'on sait qu'on est en train de chercher un serpent. On cherche une personne ultime, une personne indépendante, des agrégats indépendants, des relations indépendantes, etc. Et c'est ça qu'on cherche. On cherche un serpent en lieu et place de la corde. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de personne indépendante, etc., etc. Mais ça nous apparaît comme ça. Et donc là, on vérifie, est-ce que ça existe de la façon dont ça m'apparaît ou c'est une hallucination, ou c'est une apparence erronée? Et donc là, on se rend compte que c'est conventionnel parce qu'on a éliminé l'ultime. C'est l'analyse en 4 points. On pense que C'est l'ultime, l'équivalent d'analyse en 4 points. Le pardon? L'analyse en 4 points. L'analyse en 4 points, donc ça pourrait correspondre à, parce qu'il y en a plusieurs en 4 points. Il y a par rapport aux causes, par rapport aux effets. Ça pourrait être par rapport à... Un avec les agrégats ou différents des Ah, oui, agrégats. oui. OK. On cherche Bah, le c'est choix exactement ça. indépendant. C'est exactement ça. Ça veut dire que, OK, par exemple, je me cherche moi-même. Alors, si par exemple, on vient me critiquer en public, etc., en me disant tout ce que j'aime pas entendre, imaginons. À ce moment-là, où je me trouve devant l'imprimante et elle marche pas. Et donc là, il y a un truc qui arrive, il y a la mayonnaise qui monte, il y a la moutarde qui monte au nez, non? OK. Et donc, j'ai l'impression d'exister d'une certaine manière. OK. Et donc, je dois vérifier. Est-ce que si ce jeu existait de la façon dont il m'apparaît, il n'y aurait que deux possibilités. Soit il est un avec les agrégats, soit il est différent des agrégats. Ouais. Et si ça existe, c'est soit un, soit différent. C'est pourquoi les débats le vendredi soir sont très importants pour comprendre ça, parce que c'est la base de nos raisonnements madhyamika. C'est-à-dire que si ça existe, c'est soit un, soit différent. Vous êtes d'accord? Oui, Est-ce qu'il pourrait y avoir une troisième possibilité? Est-ce que quelque chose peut être à la fois un et différent, par exemple? non. Dans un même contexte, bien sûr, hein, pour une seule et même personne, etc., etc. Non, c'est pas possible. Soit c'est un, soit c'est différent, parce que un et différent sont une opposition. Ouais, donc il n'y a pas de troisième possibilité. Si ce n'est ni un ni différent, ça n'existe pas. Ouais. Par exemple, 3 milliards de cornes de lapin bleu et 40 milliards de cornes de lapin rose ne sont ni une ni différentes. Parce qu'elles n'existent pas. Donc maintenant, le jeu qui me semble apparaître, qui me semble exister de manière si concrète quand je suis devant l'imprimante qui ne marche pas, ok, soit s'il existait, soit il serait un avec les agrégats, soit il serait différent des agrégats. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait cette analyse-là, on se dit, s'il était un, quelles seraient les conséquences? S'il était différent, ça veut dire qu'il serait séparé des agrégats, quelles seraient les conséquences? Et donc, on se rend compte qu'il n'y a pas du tout, il n'y a jamais eu de jeu indépendant, parce qu'il n'est ni un ni différent avec les agrégats. Ouais, ça joue. Mhm. Ça, c'est magnifique.
Ça, c'est magnifique. Hein? Et donc, on médite ensuite là-dessus. On se dit, OK, je n'existe pas du tout de la façon dont je m'apparais au cours de cette situation avec l'imprimante. Ou quand quelqu'un me complimente ou me critique en public, etc. Je n'existe pas du tout de cette façon-là. Et donc, il faut méditer, digérer cette conclusion. Et comme dit sa sainteté, progressivement, il est certain qu'au bout d'un moment, les afflictions vont finir par perdre du terrain. C'est-à-dire qu'on sera un saint du jour au lendemain, mais que progressivement, soit les afflictions mettront plus de temps à survenir, soit elles vont durer moins longtemps, soit elles vont se calmer plus rapidement, etc., etc. Parce qu'on va s'entraîner à voir que c'est une hallucination totale. Imaginer qu'on existerait de manière indépendante. Parce qu'on imagine qu'on existe de manière indépendante parce qu'on s'apparaît soi-même comme ça. En fait, on a l'impression que l'ultime, quand on regarde l'ultime, en fait, finalement, on a l'impression que l'ultime, alors attends, c'est quand on voit quelque chose, enfin, conventionnel. Enfin, pour nous, ce qu'on voit qui est conventionnel est pour nous ultime. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, Quand on fait exactement. quelque chose de conventionnel, on a l'impression pour nous que c'est ultime. Et c'est qu'une fois qu'on analyse, qu'on se rend compte que finalement, eh ben, on n'est pas allé au fond des choses. Exactement, c'est tout à fait ça. Par exemple, quelqu'un vient avec un faux billet de 50. Nous, on n'y connaît rien. Enfin, moi, je n'y connais rien. Je ne sais pas vraiment déterminer entre un faux billet et un vrai billet. Et donc, il me tend un billet, je ne sais pas. Imaginons que je sois vendeur. Bref. Ou alors un faux tableau. Un faux tableau. Imaginons quelqu'un vient t'offrir un faux tableau. Et imaginons que tu n'aies pas de notion en art. Moi, j'y connais vraiment rien. Même s'il y a marqué, même si c'est bon, la Joconde, à la rigueur, je pourrais me rendre compte que si c'est signé, je sais pas. Enfin bref. Donc, ok. Je suis en train de partir dans mes délires. Donc, imaginons quelqu'un vient t'offrir un tableau. Ouais, un tableau de maître. Ok. Et donc, forcément, on dit, bah voilà, imaginons, tu vas le vendre, tu vas pouvoir construire une école en Inde ou un dispensaire, etc., grâce à cette vente. Et puis, bah, au moment de le vendre, tu te rends compte que c'est un faux. Comment est-ce que tu fais pour savoir si c'est un faux? Fais des recherches. Exactement, tu fais des recherches, tu demandes à des experts, par exemple, des gens qui connaissent parfaitement l'art, etc. Et là, ce qui était pris pour argent comptant, ce qui était pris pour vrai, là, d'un seul coup, tu te rends compte que c'est faux. Mais c'est pas cette expertise qui rend le tableau faux. Il a déjà été faux depuis le début, sauf qu'on s'en rend compte. On Donc, élimine. tout à l'heure, l'objet apparent et l'objet d'appréhension référent. Tout à fait. C'est On élimine. ça, finalement. C'est ça. C'est tout à fait ça. Hmm. C'est-à-dire que l'objet apparent et l'objet d'engagement, au début, il apparaît comme s'il existait en soi, enfin, ou comme s'il était vrai, et nous, on y adhère. On adhère à sa vérité ou à sa véracité. Ouais. Et quand on fait une recherche, une analyse, une expertise, on se rend compte qu'il est faux. Il n'y a qu'à ce moment-là, quand on a éliminé sa vérité, on se rend compte que c'est faux. Pour les vérités conventionnelles, c'est pareil. Il n'y a qu'au moment où on a éliminé leur existence ultime, on se rend compte qu'elles ne sont que conventionnelles. Simplement désigné. Exactement, ouais, ça joue. Oui. Mais elles ont toujours été conventionnelles. On a toujours été des vérités conventionnelles. Le bourgeois gentilhomme a toujours parlé la prose. Il n'y a que le jour où on lui dit qu'il ne parle pas en vers, il se rend compte que c'est de la prose. Ouais. Okay. Et je voulais juste dire quelque chose, c'était à Laurence par rapport aussi Paramita et la générosité et l'éthique, parce que du coup, j'avais une interrogation, parce que je sais que la générosité, non, alors c'est l'éthique qui fait que quand on est quelqu'un d'éthique, on a une renaissance, tout du moins, soit la même qu'on a là, donc ça serait une renaissance supérieure, soit après, peut-être supérieure à ce qu'on est là tout de suite. Et la générosité nous ferait en sorte qu'on aurait une renaissance avec on va dire, des facilités sur un, je sais pas, peut-être Matériel. matériel, voilà. Oui. Et la générosité, en fait, c'était pour l'éthique, je me posais la question, pourquoi en fait, finalement, ça ferait en sorte qu'on perpétue le samsara, en tout cas à notre niveau et supérieur. Et j'ai vu en fait que finalement l'éthique ferait en sorte que comme on s'attache en fait au sort de nos concitoyens ou des autres personnes,
Donc, notre vie a une certaine valeur et du coup, ça vaut la peine de revenir parce que du coup, on s'attache aux valeurs des autres personnes, enfin à la façon dont on les voit et on veut leur faire du bien. Et c'est ce qui explique peut-être pourquoi on peut revenir en fait sur le même plan et supérieur. Parce que j'avais du mal à comprendre pourquoi l'éthique ferait en sorte qu'on reviendrait dans le samsara. Et en tout cas, quand on n'est pas devenu Bouddha, je veux dire, ou Bodhisattva, donc voilà, pour moi, c'est une question que j'avais en fait, pourquoi l'éthique ferait on avait des renaissances. Donc c'était juste par rapport à ce que disait Laurence tout à l'heure. Parce que l'éthique, en fait, on respecte les autres personnes, on leur veut du bien finalement, on fait en sorte on attache de la valeur à leur vie. Et donc du coup, ben, Oui, ça oui, peut mais en fin de compte, on tu peux. revient. Enfin, là, quand je reprends la vidéo, enfin, je peux intervenir quand je reprends la vidéo là, que Rosemary nous a envoyée. Si par exemple, il y a on parle de la patience. La patience, en fin de compte, comme ils expliquaient dans la vidéo, elle peut être à plusieurs niveaux. Elle peut être au niveau de la pensée, elle peut être au niveau de la parole, elle peut être au niveau de l'acte. Ben, si par exemple, je pense qu'on reste éthique, on peut rester éthique d'apparence, mais quand même pas forcément avoir une patience au niveau intellectuel, quoi, quelque part. Enfin, je pense que ça se combine tout ça. C'est-à-dire que l'éthique seule, enfin moi c'est le sentiment que j'ai eu après avoir bien regardé la vidéo, c'est-à-dire que c'est tellement complexe et que ça se mêle les trucs les uns entre les autres. Il suffirait d'une faille pour qu'en fin de compte le système s'écroule quelque part. Alors, ce qu'il faut essayer de voir, c'est intéressant ce thème-là, parce que faut essayer de voir qu'il y a déjà une distinction fondamentale entre générosité et perfection de générosité, ouais. Et entre patience et perfection de patience, entre éthique et perfection d'éthique, ouais. Ben oui. Vraiment que les bodhisattvas qui pratiquent les perfections. Ah, C'est bloqué. Il a bugué. il a bugué. 22h. 2 heures peut-être. Il a bugué. On va peut-être lui envoyer un petit mot pour lui dire qu'il a Ah bugué. oui, c'est 22h. Ah, il est 22 heures, peut-être ça. Ah, c'est 22 heures et le wifi de là-bas c'est éteint. Ah mince. Voilà. Non, non, mais même il ne le verra pas parce que le wifi Ah de là-bas mince. c'est éteint, il est branché sur le wifi du temple. Ah mince. Bon. Bon, ben. On Voilà. attendait la suite. Peut-être qu'il va changer de wifi, je ne sais pas. Ouais. Je crois que là, il peut. Rachel, on se voit samedi, Rachel? Tu viens en Non, présentiel, Rachel? non, je peux pas. Ah bon, ok. Non, mon mari a besoin de la voiture. Ah, C'est d'accord. compliqué. Tu y es? Ah, Tiens, voilà. il Oui, arrive. oui. Ah, super. On On t'entend n'a pas pas. de son. Attends pas. Est-ce que je Ah, suis sur mon portable? Ok, je suis sur mon portable. là, Donc, on va terminer dans pas longtemps parce que je ne sais pas combien de temps ça va tenir. Ok, la différence entre la générosité et la perfection de générosité, c'est quoi? Ça dépend du niveau de réalisation de la personne. Oui, C'est générosité plus éveil, enfin, plus vacuité, plus l'attention. la vacuité, qui est la perfection de générosité. alors, ce qu'il faut essayer de voir, c'est que la différence, c'est bodhicitta. Hmm. Si quelqu'un, ouais, par exemple, si je donne 5 euros à un mendiant, c'est la générosité. Si je donne 5 euros à un mendiant avec bodhicitta, en me disant puisse tous les êtres obtenir l'éveil grâce à ça, etc., on peut dire à la rigueur que c'est un simulacre de la perfection de générosité. Parce que c'est une bodhicitta qui n'est pas pleinement qualifiée. Mais un vrai bodhisattva, c'est quelqu'un qui a bodhicitta spontané. Mm. Ouais. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il va dire, moi je veux obtenir l'éveil, mais est-ce que je dois faire simplement un vœu pieux? Oh, puissais-je obtenir l'éveil? Non, il va commencer à se mettre en action. Et donc il va passer à la perfection. Ouais. Donc il a déjà bodhicitta.
Et donc, s'il pratique la générosité, c'est nécessairement avec bodhicitta. Et donc, pour lui, c'est une perfection de générosité. Ouais. Mhm. Et ça devient une perfection transcendante s'il y a la sagesse de la vacuité. Ça veut dire que ça le mènera en dehors du samsara et ça le mènera vers l'éveil. Donc, il y a une distinction entre perfection, entre la générosité et la perfection de générosité, la perfection transcendante de générosité, entre l'éthique et la perfection d'éthique, etc., etc. Ouais. Mhm. Donc, ça veut dire qu'on peut pratiquer l'éthique sans nécessairement avoir pour aspiration la libération et l'éveil. Ouais. Ah ben oui. Et donc, ça veut dire qu'on peut pratiquer l'éthique pour simplement renaître dans les mondes supérieurs. Après, si on pratique l'éthique avec bodhicitta, ça engendrera des fruits merveilleux que seront l'éveil, mais même avant cela, ça engendrera des fruits extrêmement merveilleux, même ça veut dire que la personne renaîtra, sera heureuse et renaîtra dans le samsara, mais sans nécessairement toutes les galères que nous, on peut avoir dans le samsara. Ouais. Ouais, puis même on pratique l'éthique parce qu'on dit que c'est la conduite juste et qu'on a envie de se regarder dans la glace tous les jours sans avoir honte. Mais c'est vrai, sans tous les jours comme ça, quand on n'est pas, voilà, on n'est pas moine, je pense, on essaye quand même d'être le plus juste possible, mais sans avoir une pensée aussi poussée que ça, de cette volonté d'éveil de tous les êtres. Donc, Je c'est suis pas la honnête, perfection je suis dans d'éthique. ce cas. C'est l'éthique, mais c'est pas là. Et d'autant qu'il y a 3 types d'éthique, non? Ceux qui ont Oui. étudié le Basic Programme. Enfin, je ne l'ai pas étudié, mais j'ai compris Ah. que voilà, souvent ça se divise tout en 3 et ils parlent de ça justement. Ouais. Donc il y a l'éthique qui est quoi d'ailleurs? Ok. Je ne sais plus. Il faut que je Qui réécoute. est l'abstention des négativités. Ouais, Oui. donc l'éthique du maintien des vœux, par exemple, on maintient le vœu de ne pas tuer, pas voler, etc. Ou l'éthique d'abstention des négativités. Ouais. Ensuite, l'éthique qui correspond à l'accumulation de vertus. On peut avoir une éthique pour, par exemple, d'avoir une hygiène de vie en se disant, bah, moi, je vais, si on est bouddhiste, par exemple, bah, je vais faire des offrandes aux 3 joyaux tous les jours, etc. Ça, c'est de l'éthique aussi. Ouais. C'est une éthique qui est associée à un acte de générosité, etc., etc. Et il y a l'éthique qui est l'aide directement accordée aux êtres. Ouais, par exemple, travailler dans une asso ou donner des conseils, etc., offrir de l'écoute, etc. C'est aussi une forme d'éthique. Ouais. Ouais, ça joue. Mhm. Ouais. Et donc, bien sûr, c'est mêlé avec la générosité parce que offrir des biens aux 3 joyaux ou offrir de l'écoute à quelqu'un, c'est une éthique qui est directement dirigée vers le bien des êtres. Et donc, ça peut impliquer la générosité, ça peut impliquer la patience aussi. Ça veut dire être attentif, écouter attentivement ce que l'autre a à dire, etc., etc. Donc, nécessairement, au bout d'un moment, les perfections doivent s'entremêler. Mhm. Ouais. Nous, on peut dire qu'on pratique les perfections, mais ça ne veut pas dire qu'elles soient pleinement qualifiées, parce que, à moins d'être un bodhisattva, donc quelqu'un qui est entré dans la voie d'accumulation au minimum, la voie d'accumulation du Mahayana, à ce moment-là, cette personne a bodhicitta pour n'importe quelle motivation. Quoi que fasse cette personne, elle a pour motivation bodhicitta. Dès qu'elle rencontre des êtres, sa bodhicitta est générée. Nous, enfin pour moi en tout cas, je parle pour moi, j'ai besoin de méditer beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ressentir un petit peu la saveur de bodhicitta, sans même parler de la réaliser, pas du tout. Sans même parler d'avoir une expérience de bodhicitta, pour la ressentir, en sentir l'odeur, le parfum, ça demande beaucoup de méditation. Mais un bodhisattva, lui, il n'a plus besoin de ça. Il a réalisé bodhicitta. Et toutes ces activités sont des perfections. Ouais. Ouais, ça vous parle? Mhm. Et donc, ces perfections, elles ne sont parachevées que sur les terres, sur les bhumis. Ça veut dire que sur le premier bhumi, il parachève, du point de vue prasangika, il a parachevé la perfection de générosité, sur le deuxième, l'éthique, sur le troisième, la patience, etc., etc. Ouais. Mhm. Ça ne veut pas dire qu'il ne pratique pas, par exemple, la perfection de patience avant de l'avoir parachevée. Ouais, et ça ne veut pas dire qu'il ne pratique pas la perfection de sagesse avant de l'avoir parachevé, ouais, parce que c'est qu'au 6e bhumi qu'il parachève tout ça, perfection de sagesse. Ouais. La vacuité, c'est au 10e. Hein? La sagesse, c'est au 10e. Hein? En fait, la sagesse, elle se décompose en 4. Ça veut dire qu'il y a la perfection de sagesse en tant que telle,
Ouais, sur le Oui. 6e bhumi, elle est parachevée. Ensuite, il y a la force, les prières d'aspiration. Ensuite, il y a quoi? Les moyens habiles. Donc, les moyens habiles, les prières d'aspiration, la force et la sagesse primordiale. Ce sont les 4 derniers bhumis qui font partie de la perfection de sagesse. Ouais. Donc, ça veut dire que la perfection de sagesse, elle se scinde en plusieurs aspects. Mais il y a une partie importante de la perfection de sagesse qui est réalisée, qui est parachevée au 6e bhumi. C'est-à-dire que les bodhisattvas sur le 6e bhumi ont des capacités immenses de réaliser la vacuité. Et bien sûr, ils l'ont déjà réalisé directement dès le premier bhumi. Donc, ça veut dire que sur le premier bhumi, ils ont déjà réalisé la perfection de sagesse, mais ils ne l'ont pas encore parachevé. C'est assez complexe, en fait, les paramitas. Hein. Oui. Oui, on voit. Et donc, bien sûr qu'un Bouddha, il réalise tout ça à l'infini. Donc, c'est bien sûr qu'après, il y a des vues différentes par rapport à ce qu'on est Yogacara, soit Tantrika, ou est-ce qu'on est Prasangika, etc. C'est-à-dire que pour les Yogacara, soit Tantrika, on élimine les 2 voiles en même temps. Ouais. On élimine en même temps l'odeur de l'ail et l'ail dans la boîte. Alors que pour les Prasangika, on doit d'abord enlever l'ail dans la boîte. Ouais. Donc, ça veut dire que grâce à la perfection de sagesse, on va éliminer, et bien sûr aux autres perfections. Les autres perfections sont le support de la perfection de sagesse, donnent de la force à la perfection de sagesse pour éliminer le voile afflictif au 8e bhumi. Et ensuite, pour ceux qui restent, on a encore les 3 bhumis purs sur lesquels on va éliminer le voile cognitif, ouais, l'apparence d'existence inhérente. Ouais, ça vous parle? Oui. Donc c'est très important de faire en sorte. Moi, je me souviens, j'avais parlé à des amis en Haute-Savoie à l'époque, où on parlait justement du lamrim, etc. Et en fait, l'une d'elles était blasée parce qu'elle disait, oh ben moi, la générosité, la patience, j'ai déjà tout ça. Mais entre générosité et perfection de générosité, il y a quand même une différence. Hein. Déjà. Eh bien, donc c'est intéressant de voir tout ça et d'étudier tout ça. Là, par exemple, on est dans la perfection de sagesse, ouais, dans le 9e chapitre. Hein. Ouais, on est uniquement dans le contexte des bodhisattvas, etc. Est-ce qu'on est en train de pratiquer, on a la perfection de sagesse parce qu'on étudie la perfection de sagesse? Non. Ah, ce serait super facile, non? Trop facile. Ouais, donc toutes ces analyses, ces examens qu'on effectue, etc., ces prises de chou, c'est pour essayer de sonder la profondeur de la vacuité. Et quand on sera des bodhisattvas, peut-être que vous l'êtes déjà, j'en sais rien, mais moi quand j'en serai un, eh ben, je pourrai pratiquer la perfection de sagesse. Ah, c'est magnifique. Ouais. Et parce qu'on aura suffisamment préparé notre esprit en amont, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des bodhisattvas qui réalisent d'abord la vacuité et ensuite qui réalisent bodhicitta. Il y en a qui réalisent d'abord bodhicitta et ensuite la vacuité. En fait, l'ordre n'est pas si important que ça. Pas si important que ça. On doit de toute façon réaliser tout ça. Si on veut vraiment, on ne supporte pas que les êtres souffrent. On ne supporte pas que les êtres souffrent une seule seconde dans les enfers, chez les plétas, etc. Souffrent en ayant pleinement conscience des niveaux plus subtils de souffrance. À ce moment-là, on va tout faire pour essayer de comprendre la réalité des choses, de comprendre que le faux tableau est un faux. Ouais. De ne pas se laisser berner par les apparences. Donc il y a apparence conventionnelle et avec l'apparence d'existence inhérente. L'apparence d'existence inhérente, c'est ce qui nous trompe, mais l'apparence conventionnelle, tout va bien. Ouais. Dans ce cas-là, tout va bien. Donc c'est là où on peut avoir des cognitions valides au sein de l'hallucination. Sinon, ce serait foutu. Comment est-ce qu'on pourrait cultiver des cognitions valides pour éliminer la saisie d'existence inhérente et l'apparence d'existence inhérente, puisque tout ça, c'est hallucinatoire. Et on peut, malgré tout, cultiver des cognitions valides tout en étant dans l'hallucination. Parce que l'hallucination puisse être totalement remise en question. Hein. Mais ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'analyse, parce que la vacuité n'est pas un phénomène évident, hein. Pas un phénomène manifeste. C'est même le contraire de la vacuité qui se manifeste. C'est l'apparence d'existence inhérente qui se manifeste. Ouais. Et donc, c'est ce qui cache la vacuité. Parce que la vacuité, c'est l'absence d'existence inhérente, et pourtant, il y a l'apparence d'existence inhérente. Donc, on voit les choses à l'opposé de ce qu'elles sont. Ouais. Mais on ne les identifie pas nécessairement comme cela. C'est là où il y a le mode d'appréhension.
on ne saisit pas nécessairement l'existence inhérente. Ouais. Conceptuellement. On peut la saisir, on peut la réfuter, cette existence inhérente, et on peut être sur la simple table, la simple personne, la simple identité conventionnelle. Dans ce cas-là, ça joue aussi. Désolé, hein, c'était un petit peu plus long ce soir, mais parce que vous avez des questions et des interventions extrêmement croustillantes, donc je ne peux pas résister. Merci en tout cas, c'était un vrai plaisir. On essaiera d'approfondir tout ça si ça vous intéresse. Et puis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Allez, merci beaucoup. Et à la semaine prochaine. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Oui, bonsoir. ouais. Oui, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Au revoir. Allez, au revoir.